Je n'aurais jamais imaginé que ma vie serait comme ça, tu sais. Je veux dire, regarde-moi quand j'ai commencé ici. À l'époque, j'étais juste un gamin maigre et personne ne savait de quelle origine j'étais. Ce n'est pas souvent dans la vie qu'on rencontre quelqu'un qui veut activement perdre son travail. C'est d'autant plus vrai quand ce travail réalise le rêve d'une vie et offre presque la garantie de richesse et de célébrité. Même si cela semble difficile à croire, cela arrive. Prenez Pete Davidson, humoriste et acteur ayant atteint le sommet de sa carrière en rejoignant Saturday Night Live sur NBC, puis demandant à Lorne Michaels d'être renvoyé après une seule saison. Alors, tu pars officiellement? Ouais, mec, Lorne m'a donné une chaussette par erreur, donc je suis libre. Pete Davidson est né à Staten Island, New York, le 16 novembre 1993. Sa première expérience dans le showbiz a eu lieu à 16 ans lorsqu'un groupe d'amis, connaissant son rêve de devenir humoriste, l'a encouragé à se produire à une soirée scène ouverte dans un bowling local. Il débute à la télévision en 2013 dans la série comique Philosophy sur MTV et présente sa première routine de stand-up la même année dans Gotham Comedy Live sur Comedy Central. Grâce à ce début précoce, Davidson était déjà un humoriste expérimenté à l'âge de 20 ans, ce qui lui a permis d'obtenir des rôles d'acteurs dans des séries populaires, comme Brooklyn Nine-Nine, ainsi qu'un petit rôle dans la comédie réalisée par Judd Apatow, Crazy Amy, en 2014. C'est sur ce plateau que Davidson a attiré l'attention de Bill Hader, star de SNL, qu'il a recommandé à Lorne Michaels pour intégrer la distribution de Saturday Night Live. Davidson a auditionné avec son stand-up et a impressionné les producteurs, poussant Michael à informer Hader immédiatement de sa sélection. Les jeunes de 20 ans font l'amour comme Green Day. Toujours pareil, et ça dure environ 1 minute 52. Ainsi, le 27 septembre 2014, à seulement 20 ans, Pete Davidson a fait ses débuts sur la scène du studio 8H, devenant ainsi le premier membre du casting du SNL à être né dans les années 1990. Le premier épisode de Davidson ouvrait la 40e saison de l'émission, marquant une période de transition pour cette série emblématique. Les producteurs cherchaient à attirer un public plus jeune. L'embauche de Davidson s'inscrivait dans cette démarche. Lors de sa première apparition dans Weekend Update, Michael Schur le présente avec humour comme notre jeune de service. Malgré sa jeunesse et son temps d'antenne limité lors de sa première saison, Davidson a tout de même marqué les fans de l'émission. Lors de sa première apparition dans Weekend Update, Davidson commentait une histoire sur un adolescent s'étant photographié lors d'actes sexuels sur une statue de Jésus. Le commentaire qui a suivi était tellement mémorable que Entertainment Weekly a désigné Davidson comme le nouveau membre de la distribution ayant fait la plus forte impression lors de ses débuts. Le critique, pour être tout à fait honnête, n'était pas entièrement à l'aise avec ce sketch, mais il a tout de même noté que, quoi qu'il en soit, cela démontrait que l'humoriste savait capter l'attention du public avec aisance. Si tu suces pas un mec pour $1 million, c'est évident que tu ne tiens pas à ta famille. Quelques mois plus tard, il est apparu dans le sketch Escape from Jungle Island, une parodie d'Indiana Jones où Davidson et The Rock incarnent des aventuriers devant aspirer le poison des blessures l'un de l'autre sous le regard envieux de l'exploratrice jouée par Kate McKinnon. Ce sketch est sans doute devenu le plus populaire de Davidson lors de sa première saison, et son avenir à SNL paraissait prometteur, du moins en apparence. Tu as un enfant. Quoi? Non, je suis vierge. Pourquoi tu as un sac à langer? En coulisses, Davidson percevait très différemment le déroulement de cette première saison. Selon Davidson, après ma première année, j'ai même demandé un rendez-vous avec Lorne et dit « S'il te plaît, vire-moi ». Dans le documentaire Peacock, SNL 50 Beyond Saturday Night Live, Davidson raconte avoir dit au producteur légendaire « Je n'ai pas ma place ici. Tout le monde ici est si talentueux et ne veut pas être mon ami. Si cela paraît enfantin, Davidson l'admet lui-même. J'étais un enfant. Je me disais, personne ne veut être mon ami. En réalité, ces sentiments étaient courants pour un nouveau membre du casting de SNL. Si vous avez vu notre vidéo sur la réalité de rejoindre Saturday Night Live, vous savez déjà que l'audition est brutale. Mais comme nous l'avons également évoqué dans cette vidéo, l'audition n'est vraiment que le début. Une fois que vous êtes dans l'émission, vous faites face à une toute nouvelle compétition pour savoir qui verra ces textes diffusés à l'antenne. Et c'est tout aussi difficile que l'audition, voire plus. Comme l'explique Amy Poehler dans ce même documentaire, chaque semaine, on a l'impression de devoir faire ses preuves à nouveau. Les sketchs sont coupés, ils tombent à plat à la lecture, les blagues ne passent pas. Oui, SNL a bien une équipe d'auteurs dédiée, mais selon Sherry O'Terry, cette équipe n'écrit pas forcément des textes pour un membre précis du casting. Les interprètes doivent savoir le faire seuls pour passer à l'antenne, sans qu'on leur explique comment. En fait, même David Spade, qui a littéralement été embauché comme auteur plutôt que comme interprète, ne savait même pas comment écrire un sketch comique quand il a commencé là-bas. Déterminer ce qui est vraiment drôle peut déjà être stressant. Davidson se rappelle
Par exemple, le sketch Farewell Mr. Bunting, qui a cartonné à l'antenne lors de sa 2e saison, mais jugé sec et peu drôle lors de la lecture à table. Avec le rythme intense de la production et la pression d'innover sans cesse, la confiance de quiconque peut vaciller. Toink. Toink to toink. Mon Dieu, le doink est incroyable. Par exemple, Tim Robinson, future star de I Think You Can Live, a été tellement submergé qu'il a été rétrogradé de la distribution à l'équipe des scénaristes après une seule saison. C'était un cas assez extrême, mais la pression a même affecté certains des artistes les plus emblématiques de SNL. Prenez Jason Sudeikis. Après avoir écrit et joué dans 2 sketchs très populaires pendant ses 2 premières semaines, il n'en a plus eu diffusé pendant des mois. La situation est devenue si difficile qu'il a appelé sa famille pour dire qu'il songeait à quitter SNL et retourner à Second City. De même, la star de SNL, Bill Hader, a rappelé « Pendant mes 4 premières années à SNL, je pensais être viré à tout moment. » Son anxiété était si forte que Lorne Michaels l'a rassuré pendant une répétition, lui affirmant qu'il ne risquait pas de perdre son poste et qu'il pouvait se détendre. De même, Tracy Morgan, future star de 30 Rock, a aussi eu besoin d'être rassurée par Lorne Michaels après avoir douté de son humour. Bowen Yang avait les mêmes inquiétudes, tout comme Bobby Moynihan qui, comme Davidson, pensait que tout le monde le détestait et qu'il risquait d'être renvoyé à tout moment. Jay Faroa, marqué par la dureté de la production, déclara « Au début, j'avais une confiance aveugle, mais ensuite les sketchs ont été retirés et tout a changé. Et selon Beck Bennett, j'ai l'impression que pendant ces 2 premières années, j'étais tellement stressé que je n'arrivais pas à me détendre suffisamment pour réfléchir correctement. C'était toujours dans la réaction, juste essayer de survivre un peu. » De nombreux exemples similaires existent, mais comme l'a dit Bennett, il faut tenir et survivre aux premières années, c'est essentiel. Ce n'est pas seulement notre avis ou celui de Bennett, mais aussi celui de Lorne Michaels. Quand Davidson a demandé à être renvoyé, Michaels lui a répondu qu'on ne commence à comprendre qu'à partir de la 3e ou 4e année et que ce serait pénible pendant 3 ou 4 ans. Davidson confirme qu'il avait raison. Davidson a persévéré et, comme l'avait prédit le showrunner, il s'est ressaisi après quelques années, devenant l'un des membres les plus emblématiques de sa génération. Hé, monsieur Hitler, il y a un écureuil mort dans votre piscine. Finalement, il est vraiment parti en 2022. Au cours de ces dernières années, il a également joué dans des films comme The King of Staten Island de Judd Apatow. Et depuis son départ du SNL, il a créé et joué dans la série Boob Kiss sur Peacock en 2023. Il vient de partir et sa série n'a pas vraiment marché. Je sais. Comment tu fais pour avoir Joe Pesci, Eddie Falco et aucun public ? Il a fait des apparitions dans des films comme Dumb Money en 2023 et Riff Raff en 2024. Et il a sorti le spectacle de stand-up Pete Davidson, Turbo Fonzarelli en 2024. On ne parlera pas des Kardashian, mais rien ne serait arrivé s'il n'avait pas tenu bon au sein de Saturday Night Live. Au final, les débuts en tant que membre du casting de SNL sont sans aucun doute difficiles. Mais pour reprendre les mots de Beck Bennett, qui n'a lui aussi commencé à se sentir à l'aise en tant qu'interprète qu'à partir de sa 3e ou 4e année, après toute cette expérience, ta façon de voir les choses change énormément. Jason Sudeikis approuve, affirmant que l'émission montre que c'est un marathon, pas un sprint. Pete Davidson, au lieu de croire qu'il n'avait pas sa place ou n'était pas apprécié, voit aujourd'hui le studio 8H comme l'endroit où il a grandi. Il dit qu'il était comme un gamin en arrivant, qu'il restera toujours fier, reconnaissant, et que cela lui manquera. Que pensez-vous ? Êtes-vous fan de Pete Davidson ? Lorraine a-t-elle eu raison de le garder au casting ? Donnez votre avis en commentaire. Et si vous avez apprécié cette vidéo, vous en trouverez sûrement d'autres qui vous plairont en parcourant le reste de la chaîne. Comme toujours, merci de vous abonner à Nerstalgique.